Parfois, lorsque je dois choisir les films que je critique sur la chaîne, je fais quelques erreurs. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo où je vais parler de tous les films et séries que j'ai vus en septembre 2024. Alors j'ai vu 17 films, dont 16 films que je n'avais jamais vus auparavant, un rewatch. J'ai vu 2 séries, mais dans cette vidéo, on va uniquement parler de 9 films et une série. Pourquoi? Car les autres films, je les ai ou traités en critique à chaud ou dans d'autres vidéos. Et c'est important de noter que ce que je fais là n'est pas une critique, c'est juste un avis rapide pour vous conseiller ou pas les films. Je vais en parler dans l'ordre de visionnage. Il n'y aura évidemment pas de spoiler et je compte sur vous pour me donner votre avis sur ces films dans les commentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un moyen d'économiser sur tous vos abonnements streaming grâce au partenaire officiel de cette vidéo, Split. Je vous arrête tout de suite en vous disant que oui, ce n'est pas une arnaque, oui, c'est 100% légal et oui, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est un service qui a convaincu plus de 1,5 million d'utilisateurs. Laissez-moi vous expliquer très rapidement. Vous allez sur le site, vous avez par exemple ici SVOD, mais vous avez plein de choses, hein, musique, sécurité, jeux vidéo, mais on va se concentrer sur la SVOD. On va aller sur Disney+, et c'est là que vous comprenez que Split, au fait, est une plateforme de mise en relation encadrée. Tout simplement, c'est juste ça. Vous savez, les différentes plateformes de VOD, par exemple, ont un profil familial avec plusieurs mini-profils dedans, et c'est ça que vous allez rejoindre. C'est-à-dire que, je sais pas, ici la première personne, Bon Jovi, a ouvert un compte Disney+ pour plusieurs personnes, vous cliquez sur rejoindre et vous pouvez juste avoir un profil de son compte à lui et en échange vous payez via Split son forfait. Et c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que vous pouvez proposer vous-même un abonnement. Donc si je clique ici en haut à droite sur proposer un abonnement, je peux moi-même, je sais pas, ouvrir un compte Disney+ ou YouTube Premium et d'autres gens vont le rejoindre. D'ailleurs, c'est avantageux d'avoir son propre compte et d'être propriétaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller d'un compte à l'autre. Vous êtes vous-même propriétaire, du coup, vous gardez votre abonnement et les gens vous rejoignent. Du coup, vous faites moins de travail, c'est bien mieux. Honnêtement, en moins d'une minute, c'est fait. Je vais prendre un truc que moi j'ai pas. Vous savez que j'ai tout déjà, grosso modo, mais par exemple, je n'ai pas ADN. Je vais choisir Yanis en arrondissant. Allez, 3 €. Et voilà, vous avez votre abonnement ici. Vous pouvez vous désabonner si vous voulez. Et ici, vous pouvez afficher donc le pseudo et le code, que je vais pas vous montrer évidemment pour la vidéo, mais c'est aussi simple que ça. Et voilà, je suis sur ADN, je fais un nouveau profil, je me connecte dessus. Et j'ai accès à ADN. En vrai, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des économies sans compromis. C'est sécurisé par Split eux-mêmes. C'est encadré. C'est pas du tout le Far West, ne vous inquiétez pas. Et il y a même une FAQ très complète pour ceux qui ont encore des doutes ou des questions sur comment ça fonctionne en pratique après même ce que je viens de vous expliquer. Pour soutenir directement la chaîne et même recevoir 3 € dès votre inscription, utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé et foncez évidemment sur l'offre. Ce mois-ci, j'ai vu quelques films de Ryan Reynolds que je n'avais jamais vu auparavant. J'en ai parlé dans ma vidéo concernant Ryan Reynolds. J'ai vu 3 films, The Nines, que je ne vous conseille vraiment pas. Pour le coup, c'est une sorte de film un peu expérimental, raté, de 3 petites histoires entremêlées. Pour moi, ça ne vaut pas le coup, honnêtement. Ensuite, j'ai vu Adam Project, ça c'est sur Netflix. C'est nul à chier, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bidon et nul et sans intérêt. C'est un téléfilm à haut budget assez catastrophique. J'ai pas pu l'apprécier du tout. Contrairement à Adventureland, que j'ai bien aimé, pour le coup, qui est une comédie romantique sympathique. D'ailleurs, Reynolds a un rôle même pas principal. Mais si vous l'avez pas vu, en vrai, ça vaut le détour, c'est assez mignon. Et j'ai aussi parlé rapidement d'un autre film Netflix que j'ai vu ce mois-ci, c'est un documentaire, c'est Mountain Queen Lapka Sherpa, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Kaizen où je citais plusieurs documentaires disponibles sur YouTube ou Netflix à recommander qui sont meilleurs. J'en ai déjà parlé mais c'est grosso modo le voyage spirituel d'une femme qui va gravir pour la 10e fois l'Everest et ça va parler de sa famille, de son travail, de comment elle essaie de reconnecter avec ses origines et en même temps bâtir un nouvel avenir. Bref, c'est touchant, c'est beau, c'est super bien filmé, c'est assez immersif, ça vaut le détour. Sans même parler du côté très féminin à l'œuvre, bref, c'était bien. Le premier film que j'ai vu au cinéma est le film La Nuit se traîne que je voulais pas voir à la base parce que la bande-annonce m'avait pas du tout donné envie, mais au final j'y suis allé car j'ai entendu un bon bouche à oreille. C'est un thriller franco-belge qui raconte l'histoire d'un jeune homme serrurier qui va participer sans le vouloir à un braquage. Suite à ce braquage, il va se faire poursuivre dans toute la ville par des gangsters et commence une sorte de thriller haletant d'action dans un Bruxelles de nuit assez vivant et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, hein. C'est la représentation de Bruxelles, de la ville, la manière dont les personnages naviguent à travers celle-ci et créent vraiment un sentiment immersif, atmosphérique, pas mal du tout. En plus de ça, les personnages vont faire énormément de choix, surtout difficiles, dans 1h30 de film, ce qui est pas mal, ça s'arrête jamais, c'est full action. Ça va évidemment révéler leur vraie nature, mais en même temps, il y aura
beaucoup d'humanité, de stress, de tension. Il y aura des moments touchants et d'ailleurs je trouve que l'acteur principal, Jonathan Feltre, a très bien joué son rôle, a fait un très bon travail. Il y a aussi Romain Duris et des choses comme ça évidemment. Je trouve le film vraiment satisfaisant, je trouve que toutes les intrigues qui sont mises en place donnent un vrai payoff à la fin. Il y a un délire un peu frère Safdie dans la mise en scène et d'ailleurs il y a beaucoup de séquences qui donnent l'impression d'avoir beaucoup de budget et ça rend très bien à l'écran. Du coup j'étais assez content de ma séance. Vu certains mouvements de caméra, t'as pas du tout l'impression de voir un film fauché. Ils ont mis les moyens dedans. C'est généreux, stressant et c'est bien. Donc la nuit se traîne. Ça vaut clairement le détour. C'est un très bon divertissement. Ensuite, j'ai revu Beetlejuice, l'original que j'avais déjà vu à l'époque. C'est disponible sur Max. Et pareil, honnêtement, je vais pas en parler pendant des heures parce que vous connaissez Beetlejuice. C'est l'histoire de deux nouveaux mariés qui décèdent et qui finissent par hanter une maison qui sera habitée par de nouvelles personnes. Et ils vont alterner entre le fait de hanter la maison et en même temps les enfers où se trouvera par exemple Beetlejuice. Même si Beetlejuice n'est pas trop présent dans ce film-là, fatalement il est très mémorable. Et j'aime beaucoup l'aspect, forcément comédie horrifique, touchante, mais aussi très musicale, avec une fin qui est très mémorable. Il y a plein d'idées visuelles, ça ne s'arrête pas, c'est constamment de nouvelles choses, de nouvelles prothèses, de nouveaux costumes, plein de trucs trop cool, de nouveaux décors. Bref, si vous avez aimé le deuxième film, forcément je vous conseille le premier, c'est sur Max, ça dure moins d'1h30, ça passe très vite, c'est un très bon divertissement, c'est normal que beaucoup de personnes l'adorent. En plus de ça, moi je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Ensuite, toujours au cinéma, j'ai découvert un ancien film que j'avais jamais vu, toujours d'Akira Kurosawa, j'en découvre pas mal cette année, Dieu merci les rediffusions au cinéma. C'est Yojimbo qui raconte donc l'histoire d'un mercenaire qui va arriver dans un village en guerre civile, disons, avec deux clans qui s'y opposent, et ce mercenaire va essayer de vendre ses services au plus offrant. Forcément, il y aura beaucoup de manigances pour augmenter le prix de ses services. C'est un film qui a inspiré beaucoup de westerns, dont Une poignée de dollars. Encore une fois, j'adore l'ambiance qui est installée par Kurosawa, j'adore la manière dont il filme ses films de manière générale, tous, et j'aime beaucoup la composition qu'il a des cadres. Là, c'est beaucoup en triptyque, il y aura toujours trois personnages en mode triangle, parce que forcément, il y a deux clans et un personnage mercenaire. C'est Toshiro Mifune qui interprète, et encore une fois, il est assez spectaculaire. Mais ce qui est fort, c'est qu'il décrit énormément de choses qu'avec de la narration visuelle. Il n'y a pas beaucoup de dialogue au final, et tout est montré par les images. Tu comprends leur motivation, leur manigance, leurs attachements émotionnels, tu comprends tout parfaitement. C'est 1h50 aussi. La tension s'accumule, le suspense et le stress aussi, parce que tu es censé arriver à une grande bataille finale, et tu te demandes comment ça va finir. Les acteurs sont tous géniaux, on voit pas du tout le temps passer, les personnages sont clairement iconisés. Il y aura plein de plans, plein de séquences vraiment mémorables. L'humour est d'ailleurs très présent et il y a un leitmotiv musical qui est top. Honnêtement, si vous n'avez pas vu Yojimbo, je comprends pourquoi c'est considéré comme l'un des classiques de Kurosawa parce qu'il est vraiment touchant, parce qu'il est vraiment fort, divertissant. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, il y a plein d'idées. C'est maîtrisé, mémorable. Il y a toute une thématique par rapport au jeu, à l'opportunisme, à l'addiction, au pari, la violence et la bonté. Bref, si vous l'avez pas vu, foncez. Ça se regarde vraiment très très bien et c'est normal d'appeler ça un chef-d'œuvre. Ensuite, là où j'ai échoué en tant que youtubeur, c'est que j'attendais le film Rebel Ridge depuis très longtemps parce que moi j'aime beaucoup Jérémy Saulnier, il a fait Blue Ruin que j'aime beaucoup, je vous conseille, il a fait Green Room qui est trop bien aussi et je me suis dit deux choses. Premièrement, le problème que j'avais c'est que j'étais malade le jour de la sortie du film et j'ai préféré regarder les épisodes de Zorro parce que c'était plus simple à regarder et je me suis dit je vais faire une critique rapide de quelques minutes et je me suis aussi dit de manière très honnête qui va regarder un film de Jérémy Saulnier? C'est un mec qui fait de la niche, personne va regarder un film comme Rebel Ridge, ça a été un carton planétaire, tout le monde a vu Rebel Ridge, énorme succès, donc d'un certain point de vue j'ai pas parlé du film en critique dont je voulais parler parce qu'il m'intéressait et j'aurais dû au final, mais voilà, parfois on fait le con. Et ensuite, j'ai potentiellement raté aussi le côté où tout le monde parlait de ce film et une critique aurait bien marché. Donc j'ai échoué et le pire dans cette histoire-là, c'est que j'ai vraiment adoré Rebel Ridge. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un homme noir qui arrive dans une petite ville car il doit payer la caution de son cousin, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu quand il est sorti. Si la caution n'est pas payée, il va rentrer en prison et s'il rentre en prison, il risque de se faire tuer. Du coup, cet homme-là, interprété par Aaron Pierre, qui est excellent, Aaron Pierre, vraie révélation me concernant. Je pensais d'ailleurs qu'il était américain, mais pas du tout, il est britannique, j'ai vu que du feu. Il doit payer sa caution, sauf qu'il se fait arrêter par la police, cet homme, et la police lui confisque son argent et il essaie, quoi qu'il arrive, de récupérer cet argent. Et il y a un délire un peu Rambo 1, c'est homme traumatisé de son passé, je vais pas trop en révéler, contre la police corrompue, parce que c'est ça l'histoire, et ça a toujours été ça les histoires de Jérémy Saulnier, c'est parler un peu de l'Amérique oubliée. Il avait aussi fait dans son film Hold the Dark, mais j'ai pas du tout aimé ce film pour le coup, vraie déception me concernant, mais qui parle de l'Amérique rurale oubliée, et justement là, t'as une sorte de western contemporain qui est pas un film d'action pour le coup, c'est un film qui travaille la tension, le stress, il y a quasiment pas d'action, mais justement c'est ça sa force. Ça va parler des gens qui sont marginalisés, ou par leur couleur de peau, ou par leur lieu de naissance, ou par leur lieu de travail, et du coup ça les rend corrompus, ils finissent dans l'illégalité car l'État les a abandonnés. Il y a évidemment une connotation raciste évidente par rapport à cet homme-là, mais c'est pas que ça, c'est surtout par rapport à l'honnêteté des gens et ce que les gens sont prêts à faire quand le monde et le pays les a abandonnés. J'ai adoré l'atmosphère qui était très immersive, une photo très léchée, surtout de nuit, j'ai beaucoup aimé ces passages, et il y a plein de plans. Il y a par exemple une sorte de plan séquence à un moment qui montre une sorte de voiture en passant par un pont, et tu dis ok c'est juste un plan séquence pour le style, mais ça a une vraie importance
importance narrative, ce pont-là. Il y a plein de petits plans comme ça où tu dis, ok, pourquoi est-ce qu'il a montré cette séquence comme ça, et ça revient par la suite. Donc il y a énormément de fusils de Chekhov, énormément d'intrigues qui sont mises en place, qui ont toutes une fin satisfaisante, et la fin va peut-être déranger des personnes, mais moi je l'ai trouvé génial, vraiment bien foutu. Un vrai plaisir de suivre justement cette intrigue et ce film. Encore une fois, c'est pas un actionneur débile, même s'il y a quelques punchlines qui je pense seront un petit peu iconiques, comme celle lorsqu'un personnage principal a un téléphone, un moment très précis qui est assez badass. La caméra s'adapte aussi beaucoup à l'état psychologique des personnages et change vraiment de style au fur et à mesure du film. Et le film essaie de faire comme le personnage principal, c'est-à-dire éviter la violence, sauf qu'à certains moments, c'est juste pas possible. Donc tout est super bien pensé, surtout les dialogues que j'ai beaucoup apprécié, les interactions avec les personnages que j'ai adoré, surtout la tension qui est créée par rapport à ça. Franchement, c'est l'un des meilleurs films de l'année aussi, j'ai adoré mon moment, j'aurais adoré voir ce film en salle, ça aurait été un pur plaisir. Donc Rebel Ridge, c'est mortel. Mais vous attendez juste pas un film d'action. Ce qui est assez étonnant parce que le prochain film que j'ai vu, c'est Tatami, qui pour le coup est un film qui est bien plus action que le précédent. Tatami, c'est l'histoire d'une judoka professionnelle iranienne, femme du coup forcément, qui va à une compétition dont elle est la favorite, ou en tout cas l'une des favorites, sauf que la fédération de sport iranienne lui dit d'abandonner la compétition car elle risque d'affronter une compétitrice israélienne. Et vous le savez, il y a plein de pays, surtout musulmans, qui boycottent Israël et qui refusent donc même de combattre sportivement des Israéliens ou des Israéliennes dans ce cas-là. Sauf que ces judokas-là, ça sera son premier titre de sa vie, sa première médaille d'or, et elle ne veut pas abandonner. Du coup, il y a plein de pression qui est créée par le gouvernement iranien, et ça devient une sorte de thriller politique sportif, vraiment bien foutu, esthétique un peu noir et blanc, tout en étant une critique féministe du gouvernement théocratique iranien qui oppresse les femmes jusqu'à les obliger à mettre le voile. J'ai pas dit ça pour rien parce que c'est important dans le film. En gros, c'est un huis clos qui alterne entre un film d'espionnage, thriller politique, et des duels sportifs de judo qui sont intenses et filmés tous différemment avec évidemment un crescendo d'intensité. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de combats, mine de rien. J'ai l'impression que si le film avait eu moins de combats, ça aurait été plus intense au final, que chaque combat ait une plus grande valeur parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je regrette aussi que le film soit trop explicatif. Franchement, on t'explique tout à haute voix. C'est un film qui est un peu fait pour les audiences, j'ai l'impression américaines, où genre vraiment on te dit tout à haute voix, on te montre tout, il y a zéro subtilité, zéro complexité. C'est un peu dommage, il y a même des flashbacks qui forcent un petit peu sur ça. Le film est pas mal, hein, surtout esthétiquement, j'aime beaucoup le traitement du noir et blanc, j'aime beaucoup l'ambiance qu'a proposé le film. Forcément, ça critique le gouvernement, ça parle de libération de la femme, tout ça. Mais c'est pas très subtil, c'est un peu facile. La fin m'a plu pour le coup. Tout le climax d'ailleurs était très réussi, mais peut-être un peu trop action pour moi à certains moments. Mais en vrai, c'est un bon film et pour le côté divertissement qui est vraiment cool, vous pouvez juste le voir comme un thriller politique sportif et en même temps son message contestataire assez intéressant. Donc ça vaut le coup et les actrices ont super bien joué. Ariane Mandy était top, Zahar Amir Ebrahimi de même. Franchement, je vous le conseille aussi, c'était un très bon moment. Ensuite, je suis allé voir Kill, le film d'action indien. C'est très simple, c'est l'histoire d'un homme et de son ami qui vont dans un train et ce train-là sera attaqué par des gangsters, des voyous, disons, qui vont leur causer beaucoup de problèmes. Et c'est un huis clos d'action où deux hommes, surtout un principal évidemment, vont devoir se battre contre une horde d'ennemis. C'est assez intéressant parce que le film est divisé en deux parties. Il y a un côté un peu très kitsch indien. Vous savez, quand tu vois le personnage principal, acteur qui n'a d'ailleurs jamais rien fait au cinéma avant, il y a une sorte de riff à la guitare, une musique à fond et c'est très kitsch et rigolo. Ça fait vraiment rire, tu vois. Il y a la petite amie de ce mec dans le train et il doit la sauver et à chaque fois qu'ils sont ensemble, il y a une musique très mélodramatique et tout. C'est à la fois mignon et drôle et en fait, il y a un switch au milieu du film, sans trop vous en révéler, qui change complètement l'ambiance du film. On passe d'un film indien un peu kitsch à un film ultra violent, très gore même à certains moments, d'action vénère et ça, c'est grave kiffant. Imaginez Bullet Train sans toute la comédie lourde dingue et en même temps qui utilise réellement le concept du train. Et attention, je déteste pas Bullet Train, hein, mais c'était tellement plus intelligent comme film celui-ci. Alors oui, on a tendance à se perdre un petit peu dans le train et dans la direction des trains, ce qui est un petit défaut, mais les chorégraphies d'action sont top, même si la fin est un peu répétitive et je trouve le film un petit peu trop long. Il y a des idées de mise en scène, surtout par rapport au côté divin. Il y a un côté d'ailleurs God Mode assez assumé qui est cool. Et en plus, il y a un leitmotiv musical aussi très badass. En vrai, pour un premier rôle et pour ce genre de film, c'est fun. C'est pas excellent, je trouve qu'il y a des problèmes, c'est un peu long comme je vous l'ai dit, répétitif à certains moments et on se perd un petit peu, certes. Mais si vous voulez voir un film d'action cool dans un train, c'est top. Ensuite, j'ai vu l'un des meilleurs films de l'année. D'après moi, ce sont Les Graines du figuier sauvage qui a baigné dans la polémique. Alors, pour faire simple, c'est l'histoire d'une famille. Il y a deux enfants, une mère et un père. Et le père, en Iran, du coup, encore une fois, a été promu dans le gouvernement à un poste, on va dire, d'enquêteur. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute des gens. C'est lui qui signe les papiers pour autoriser les exécutions des gens qui sont contre le gouvernement. Donc lui, il a un poste important au gouvernement. Mais de l'autre côté, ses filles sont en train d'être radicalisées, disons les choses, par
rapport à ce qui se passe en Iran. Elle commence à découvrir le sort des femmes en Iran, le manque de liberté, la manière dont les femmes sont maltraitées dans le pays. Et en gros, c'est un drame familial de deux filles qui commencent à être de plus en plus radicales dans leurs idées. Et je dis pas ça de manière négative, hein, la radicalisation, c'est juste qu'elles sont passées de 0 à 100, quoi, disons. Elles veulent arrêter de porter le voile, elles veulent sortir comme elles veulent dans la rue, elles veulent se battre contre ce gouvernement qui fait du mal aux femmes, qui fait du mal à la population de manière générale. Il y a des bavures policières et des choses comme ça. En même temps, la mère qui a envie de garder la famille ensemble et le père qui a envie de garder sa famille intacte et en même temps travailler pour le gouvernement. Donc c'est un film qui a baigné dans la polémique parce que Mohammad Rasulov, le réalisateur du film, a reçu une peine de prison parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Iran. Il a dû s'exiler en Europe. Je crois qu'il est encore en France ou peut-être en Allemagne aujourd'hui. Les actrices, pareil, elles ont dû toutes s'exiler en Europe. Elles sont en Allemagne. Donc tout le casting est en exil. Le film a été tourné de manière très rapide en Iran. Premièrement dans un studio, dans un appartement. Il y a un côté très huis clos pour le coup. Et en même temps à l'extérieur dans une sorte d'endroit un peu abandonné. Donc il y a vraiment cette impression de film fait pas à l'arrache. Parce que quand même il est assez calculé et intéressant. Mais de film fait en secret. C'est clairement un film contestataire féministe pour le droit des femmes en Iran. C'est pas pour rien que le film a énervé au point de vouloir mettre les actrices en prison. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que premièrement, oui, le film, c'est une sorte de drame familial, une famille qui est en train d'exploser de l'intérieur à cause des idées politiques oppressives du père et en même temps de la mère qui veut être neutre et les enfants qui sont de plus en plus radicales. Et ça se transforme en une sorte de thriller aussi politique et presque, j'ai envie de vous dire, en film d'action vers la fin, ce qui est la partie la moins intéressante du film. Ça devient presque un slasher à la fin, ce qui est ce que j'ai le moins aimé. Mais en vrai, les 2h45, parce que ces 2h45, je les ai pas vus passer parce que justement, l'enchaînement de ces passages-là et la manière dont on a montré cette radicalisation, c'est-à-dire que oui, ça parle d'oppression, de féminisme, de patriarcat, de libération d'une république théocratique qui fait énormément de mal aux femmes, mais surtout, moi, ce qui m'a le plus plu d'un point de vue thématique, c'est la propagation des idées. Le téléphone est un enjeu majeur qui s'oppose grâce aux réseaux sociaux qui montrent donc des femmes en train d'être éborgnées, des hommes et le peuple iranien en train de souffrir, alors que la télé, il montre juste la propagande des médias. Et donc, c'est la confrontation entre la jeunesse, leurs outils, les réseaux, versus l'ancienne époque, l'ancien monde et la propagande de la télé. Genre la mère, elle regarde que la télé et elle croit tout à la télé. Et en plus, elle est avec son mari qui est quand même au début très sympa, mais il représente le patriarcat. D'ailleurs, l'un des plans de fin du film est l'un des meilleurs plans de fin que j'ai vu dans un film tout court. Et d'ailleurs, ils utilisent beaucoup le téléphone, ce qui est rare dans un film. Si vous réfléchissez bien, vous voyez rarement des téléphones dans des films et là, ils l'utilisent constamment. Il y a un vrai travail de mise en scène, surtout parce qu'il y a beaucoup de plans fixes, la caméra bouge quasiment jamais, donc il laisse les acteurs se placer et une vraie composition des cadres, encore une fois en triptyque, parce que du coup, il y a 3 membres principaux, les 2 enfants et la mère, qui vont être un peu dans ce duel familial au début. Donc il y a toujours une composition de cadre super bien gérée qui se perd un petit peu vers la fin, qui devient un petit peu bête, je trouve, comme film. Alors, grosse guillemets sur bête, hein, ça reste un chef-d'œuvre d'après moi, mais qui devient un peu trop simple là où le film était plus subtil, plus complexe. Et au final, il est pas si manichéen que ça. C'est super bien joué, tu sais jamais dans quelle direction va aller le film. Pour le coup, franchement, déjà que tu vois pas le temps passer, mais tu sais pas dans quelle direction ça va et ça c'est top. Et la fin, je dirais pas qu'elle est forcément surprenante, mais toute la dernière partie du film l'est un petit peu. Et vu qu'il y a un côté thriller paranoïaque qui est vraiment bien, juste pour ça, ça vaut le coup aussi. C'est un film important, un film choc aussi pour le coup, un film fondamentalement politique, bien fait, fort, et c'est un chef-d'œuvre et ça fait partie d'après moi de l'un des meilleurs films de cette année. Ensuite, j'ai vu un film forcément moins bien, c'était compliqué de faire aussi bien, mais c'est le film Apple Wolves de John Watts avec Brad Pitt et George Clooney. Et c'est vrai que déjà c'est surprenant de sortir un film avec Brad Pitt et George Clooney sur Apple directement et pas au cinéma. C'est l'histoire de 2 nettoyeurs qui ne se connaissent pas et qui ne s'aiment pas forcément, qui doivent faire équipe afin de nettoyer un cadavre d'une femme importante politiquement. Et c'est eux qui vont travailler ensemble et forcément ça va créer une enquête et un thriller polar presque de nuit hivernale à New York, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'esthétique de ça. C'est d'ailleurs la force du film, c'est l'esthétique new-yorkaise de nuit dans le froid. Il y a un côté vraiment bien et solitaire par rapport à ça qui est pas mal, mais ça va mélanger ça à des gangsters, ça va mélanger ça à une enquête de ce qui se passe réellement, il y a une sorte de complot. Franchement, c'est divertissant. John Watts a quelques bonnes idées, mine de rien, surtout dans la représentation de la ville. La comédie entre les deux fonctionne bien, parce que oui, c'est une comédie d'action, d'ailleurs c'est plus une comédie que de l'action. Il y a un peu d'action, mais pas beaucoup. Les 2 acteurs rebondissent bien. Oui, c'est pas toujours très drôle, oui, c'est pas la plus grande enquête de tous les temps, mais en tant que polar de comédie, c'est pas mal, honnêtement. C'est 1h45, ça se regarde très très bien, c'est divertissant, il y a quelques plans sympas, il y a quelques petites idées de mouvement de caméra, il y a des trucs cool quoi, et il laisse les acteurs s'amuser, tu vois qu'il y a pas mal d'impro, en tout cas t'as l'impression. C'est écrit et réalisé par John Watts, et en vrai, bah oui, quand il fait pas Spider-Man, ça va quoi. En vrai, c'est pas toujours très drôle ou l'action incroyable, mais pour 1h45, c'est bien ficelé, j'ai envie de voir une suite, j'ai envie de redécouvrir un peu ce personnage-là. Oui, c'est dispensable, oui, c'est pas forcément mémorable, mais en vrai, c'est un divertissement correct que je peux vous conseiller. Il y a quelques idées drôles, sincères, assumées, qui marchent bien, et franchement, c'était cool, même si je vais pas forcément m'en rappeler. Ensuite, pour faire rapide sur celui-ci, j'ai vu le documentaire Will and Harper sur Netflix. J'étais dans l'aéroport et je vais regarder un truc un peu simple et rapide et facile à regarder quoi. En gros, j'ai regardé ce documentaire qui raconte l'histoire de Will Ferrell qui a découvert, grâce au coming out trans de son ami depuis toujours, qu'elle est trans forcément,
moment, il a plein de questions à lui poser et il a décidé de faire un road trip pour qu'ils aillent à travers les États-Unis, qu'il puisse poser toutes ces questions qu'il a sur la transidentité et en même temps voir comment elle se sent dans un monde, surtout la ruralité américaine, où les trans sont pas bien vus. Et du coup, c'est ça, c'est un petit road trip aux États-Unis sur ça. Ça parle un petit peu de transidentité, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet du film, fatalement. Le sujet du film, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sur le passage du temps, la vieillesse, le passé. C'est un film assez touchant. Ça reste un documentaire, alors documentaire à gros mots, parce qu'en vrai, c'est une sorte de reportage stage vlog, quoi. Ils ont pas fait énormément d'efforts dessus, soyons honnêtes. C'est un road trip vlog, quoi. On va dire ça comme ça. Mais en vrai, c'est cool, c'est mignon, il y a des thématiques sérieuses, c'est drôle, c'est cool de voir ces amis-là. Honnêtement, je peux conseiller, c'est un bon moment. Ça va parler de la violence injustifiée envers les trans, un film sur la tolérance, la curiosité et toutes ces choses-là sont assez classiques. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, encore une fois, c'est pas ces thématiques qui sont certes intéressantes, mais c'est l'amitié et le passage du temps. Il y a même d'ailleurs un peu de stress dans les villes, vous savez, les plus redneck. En vrai, pareil, c'est de 1h45. C'est divertissant et c'est un peu touchant. Et pour finir, j'ai vu une série qui est disponible sur Arte et YouTube. C'est la série que tout le monde m'a conseillé, que j'ai aussi vu dans l'aéroport et l'avion. C'est la série sur DJ Mehdi. Et oui, c'est bien. Le truc qui est cool avec la série sur DJ Mehdi, c'est que de une, on va parler un peu de sa vie, forcément, qu'il était, surtout jusqu'à son décès, évidemment, il y a déjà plus de 10 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'en fait, on prend ce personnage-là, enfin cette personne, si vous préférez, pour raconter l'histoire du hip-hop français dans les années 90. Du coup, c'est un peu une fresque du hip-hop français via le regard de cet homme jusqu'à la musique électronique des années 2010. Du coup, tu découvres un monde via son regard qui est hyper intéressant et qui était un vrai tournant majeur dans la musique française, que ce soit l'électro ou le hip-hop. Donc en vrai, juste pour ça, tu sais, le côté documentaire où tu apprends beaucoup de choses qui est intéressant, si vous y connaissez pas grand-chose dans l'histoire de la musique, c'est cool. J'avoue que même moi, j'ai appris pas mal de choses et j'étais content. En même temps, c'est un hommage, ça parle beaucoup de ce personnage-là, mais bon, vu que c'est un hommage, c'est vrai que les sujets les plus fâcheux, on va vite les mettre sur le côté par rapport à sa famille, sa femme, ses enfants, ses problèmes judiciaires et tout. Ça, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Ils font des cliffhangers dessus, mais on n'en parle pas, c'est un peu dommage. Mais bon, vu que c'est un hommage, ils allaient pas parler en mal des choses qui sont faites, quoi. Mais j'aime bien aussi le côté processus créatif, la manière dont ils expliquent un peu ce pan musical. Il y a plein de guests intéressants. En vrai, c'était un bon divertissement. C'est 6 épisodes de 30 minutes en moyenne. Ça vaut le coup. C'est bien rythmé, bien foutu. Que vous aimiez ou pas la musique hip-hop française ou électro, ça vaut le coup, même en tant que série. Je peux la conseiller, c'est gratuit sur Arte ou YouTube. C'est vraiment très chouette. Voilà, mettez-moi votre avis sur tous les films que j'ai cités en vidéo. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, en commentaire épinglé, afin de découvrir Split et de faire des économies sur toutes vos plateformes de streaming tout en recevant 3 € grâce à mon lien. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.